Bonjour à tous les auditeurs, ici Samuel pour ce premier épisode officiel de Film Conducteur. Je suis en compagnie de Sébastien Vaillancourt, mon co-animateur. Salut Sébastien, ça va bien? Allô, allô, mais oui, toi? Oui, ça va très bien en ce beau samedi après-midi. Je te vois rire, mon petit maudit. Et cette semaine, notre premier invité, et non le moindre, Luca, Lou Patry, ça va bien? Ben oui, vous autres. Écoute, ça va super bien, on est très content de t'avoir avec nous. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, même si c'est seulement en visioconférence. Écoute, on fait ce qu'on peut, 2021. Ah, mais je suis votre premier invité, ça je le savais pas, je suis tombé choyé. Ben oui, tu vous avez la du glace. goût. Oui, on a fait un épisode 0 en fait, où moi et Sébastien on a parlé pour mettre en place l'émission, etc. Qui n'est pas encore sorti en fait au moment de l'enregistrement de l'épisode actuel. Mais non, t'es notre premier invité, t'es la personne qu'on voulait avoir en premier, donc c'est ça, on est très content que tu aies accepté l'offre. Ben stop it, I'm blushing! Et donc, oui, c'est ça. Puis la raison pour qu'on voulait t'avoir, c'est que justement, on te connaît bien, on sait que tu t'intéresses beaucoup au cinéma, tu as fait des études là-dedans, etc. D'ailleurs, parlant de ça, on va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de toi un peu, d'où tu viens, qu'as-tu fait? Oh là 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 là! Mais que dire? Par quoi commencer? Ben, je crois que comme vous tous, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai migré à Montréal pour les études universitaires il y a de cela quelques années. Mais avant ça, j'ai fait mon primaire à Rouyn-Noranda, j'ai fait mon secondaire à Rouyn-Noranda. On a fait ça ensemble, Sébastien. Yes, I remember. Never forget. Never forget. Suite à quoi, oui, j'ai fait mon cégep en cinéma au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avec vous autres. Encore, c'est là qu'on s'est connus, Samuel, et qu'on a commencé à échanger sur notre amour du cinéma d'horreur, ce que j'avais trouvé très cool. Yeah. Puis voilà, après ça est arrivé mon départ pour hey, c'est beau, m'a gardé ça pour la vie. Mon départ pour la métropole. Donc j'ai fait 3 ans de bac à l'Université de Montréal. Ça se dit-tu? J'ai fait 3 ans de bac. J'ai fait 3 ans d'études à l'Université de Montréal en cinéma et maintenant je suis récipiendaire d'un bac. Donc voilà. En pleine pandémie. Ouais, puis c'est ça, je sais que t'as commencé un emploi récemment, c'est ça un lien avec le cinéma? On dirait que je suis comme même pas au courant. Non, même pas. C'est en fait là en ce moment je suis au HEC Montréal. Je suis quand même dans le domaine comme des technologies, de l'audiovisuel un peu, mais en fait je fais de l'assistance. Je fais de l'assistance aux formations à l'école des dirigeants. Ah, nice! Ouh. Ouais. Félicitations. Merci. C'est très cool. Puis c'est ça, je sais que... En fait, c'est que quand t'es déménagé à Montréal, on s'est un peu perdu de vue, tu sais, on a continué à se voir un peu. Je sais que tu t'es un peu impliqué... T'es très intéressé au festival Spasme qui se donne chaque année à Montréal. Oui, puis on est allés ensemble. Dans le temps qu'on pouvait encore se rassembler dans des lieux publics. Ah, la belle époque! Puis écoute, je me posais la question, justement, est-ce que ça a changé bien des choses, Montréal, au niveau... autant de ta vie qu'au niveau cinéma? Oui, c'est complètement une autre vision du monde que j'ai appris à développer en arrivant ici. Ben, je pense que comme pas mal tout le monde qui quitte la région, surtout quand t'arrives en jeune âge dans une grosse ville comme ça où tout est super axé sur l'ouverture, sur la culture. Donc, quand tu quittes une région comme l'Abitibi-Témiscamingue à 18 ans, puis que tu te ramasses à Montréal, ta vision du monde, elle change, veux pas, puis tu t'en rends peut-être pas compte sur le coup. Après une couple d'années, tu sais, quand plus tu retournes visiter la région, tu revois certaines affaires, puis t'es comme « Oh! Ah ouais! OK! » Comme quoi? Ben là, je veux pas trop rentrer. C'est juste que je me rends compte qu'il y a beaucoup comme je me rends compte que ma mentalité a beaucoup évolué depuis que je suis à Montréal, sans dire que la mentalité des gens en région est pas bonne. C'est pas ça mon point. C'est juste que
je suis dans un milieu qui est tellement différent, dans lequel il y a tellement plus de monde, dans lequel il y a tellement plus de culture, d'ethnicité, que ça contraste beaucoup avec le La mode de petite vie région, le mode de vie de la région, où est-ce que bon, il y a moins de gens, donc il y a moins de, comment je pourrais dire, de différence, diversité culturelle, puis- voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis capable de dire désormais que je suis chez moi à Montréal, je suis bien à Montréal, mais je suis encore ancré en Abitibi. Je suis toujours content d'aller faire mon tour là-bas. Nice. Nice. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que je me suis trop égaré? Oui, ça répond à mes questions, Ok. mais en fait, je vais la repréciser un petit peu quand même. C'est que, tu sais, comme tu dis, un peu comme tout le monde, puis c'est vrai que, tu sais, moi Sébastien aussi, on a déménagé à Montréal il y a 2 ans, puis, en fait, Sébastien, ça va faire 3 ans, moi, ça va faire 2 ans. Yes. Ben moi, ça va 3 faire ans, 4 août. ans. Puis Aïe, aïe, aïe. c'est ça, tu sais, oui, ça change un peu la mentalité, etc. Sauf que, tu sais, moi et Sébastien, on est plutôt des introvertis qui restent chez nous à faire des choses sur nos ordinateurs, etc. On est pas très sorteux. Ah, c'est pas Toi, je te pire, connais la un- pandémie a pas été trop rough sur vous autres. Ouais. Ouais. Ah, quand même. Mais c'est ça, toi, je te connais un petit peu plus flyé, un peu plus aventureux. Donc, c'est plus à ce niveau-là que je me demandais justement, est-ce qu'il y a des choses vraiment cool qui se donnent à Montréal, qui se donnent pas en région, qui ont peut-être eu un gros impact, en fait, sur toi? Ben, premièrement, je dirais l'intérêt par rapport au cinéma de genre. Qui est oui, ben écoute, depuis que je suis arrivé à Montréal, j'ai pu côtoyer tu sais, j'ai pu côtoyer des gens qui sont dans le milieu, qui sont vraiment dans le milieu du cinéma de genre, qui sont des gens pour qui j'éprouvais beaucoup d'intérêt quand j'étais en région et que j'étais tu sais, quand j'étais en région, je louais genre les DVD du festival Spasme et tout ça, puis je tripais voir que mes parents me laissaient écouter ça. Mais je trouvais, j'étais comme, ah, mais c'est donc ben nice, il y a des festivals de films d'horreur à Montréal, pis c'est trash en Christie. Genre, Ouais. puis wow, pourquoi on n'a pas ça ici, pourquoi il y a pas autant d'intérêt pour ça. Puis en fait, je veux dire, il y en a des gens qui ont de l'intérêt pour ça, c'est sûr. C'est les gens avec qui je me tenais quand j'étais en Abitibi, mais ouais, il y avait pas, je peux pas dire qu'il y avait beaucoup d'événements qui spécialisé disons, là-dedans. Il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de films d'horreur. Tu sais, il y avait un cinéma. Il y a toujours un seul cinéma dans ma ville natale. Puis il y avait beaucoup de films d'horreur qui lors de leur sortie ne sortaient juste pas au cinéma. Ou comme beaucoup, ouais. il y a beaucoup de films qui passaient pas parce que parce petit que marché, en fait. ben, parce faut que être sûr c'est de se ça, faire ben, du cash c'est- avec son présent. c'est plus parce que gars, je vais le dire, là, le cinéma qu'on a à Rouen, ben, il est un peu cheap, là. Puis, I mean, sorry, but... Je pense que l'eau des cinémas en région, par contre, d'être Ouais. un peu cheap à ce niveau-là. Puis en fait, je sais pas si c'est parce que c'est cheap plus que le fait qu'ils peuvent pas se permettre de faire. je sais pas, parce que, écoute, à Val d'Or, le cinéma, il était pas pire. Les films sortaient à temps, puis ils sortaient tous. Pas faux. En tout cas, tout ça pour dire que ouais, j'ai vu quand même le contraste quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, il y avait Fantasia, il y a Fantasia, il y a Spasme, il y a beaucoup d'événements qui sont dédiés à ça. Mais en fait, c'est des événements que je savais déjà que ça existait, que j'avais juste hâte de c'est des festivals auxquels j'avais hâte d'assister parce que je connaissais l'existence, mais j'avais pas accès à ça Ouais. Ok. en étant en région. Donc, Ouais, voilà. Je pense que les seuls événements que j'ai entendu parler dans la sphère justement peut-être de l'horreur, de l'étrange en Abitibi, c'était toi qui les faisais. Je pense C'est moi qui Ah, faisais ben là, ça. au Rocky. Ah Horror oui, ben Picture oui, Show le que vous Rocky. avez produit, par exemple, que je n'ai donc entendu parler, puis c'est ça, je Ben pense que oui, c'est toi. la troupe de quand- White Puis il y avait l'espace court. Tu sais, Non, Oui, l'espace on a court. Score. Tu sais, on a pas ça, l'espace on a court? ça en Abitibi, on a le festival du cinéma international, puis on a ses branches. Là. Donc l'espace court, l'espace off. Yep, shout out à Carole Courchaine, Yes. qui est programmateur Oui. pour Espace Court. On t'aime, Carole. Donc oui, en effet, c'est vrai qu'il y a Espace Court qui était vraiment cool. Ouais, mais. Puis l'espace off était pas pire aussi, là. L'espace off, je sais même plus s'il l'a encore. Oh non. Oh non. Mais Mais je trouve c'est vrai, que mais c'est j'avoue ça. que, tu sais, exemple, quand on était au cégep,
il y en avait de l'intérêt pour le cinéma de genre quand même. Dans les profs qui nous enseignaient arc, j'ai dit ça. Tu sais, des professeurs comme GF, tout ça, qui travaillaient là, sur des productions, qui faisaient des trucs de genre quand même. Tu sais, il y avait quand même un intérêt pour ça. C'est juste que pour les gens qui œuvraient pas dans ce milieu-là, ça allait pas piquer l'intérêt de des gens qui sont juste attirés par ça en tant que consommateurs. Parce que c'était pas très valorisé en région. Ouais, en effet. Mais c'est cool que, comme avant de déménager à Montréal, tu étais déjà au courant de ce qui se donnait ici. Fait que c'est cool, on dirait comme que ça dirige un peu comme genre ton train de... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Ton train de penser, ton train de... Ouais, train de penser, j'imagine. C'est que ça m'indiquait où m'enligner, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un bon indicateur. C'est mieux que moi que la seule chose que je savais de Montréal, c'était le biodôme, là. Fait que... Mais ouais, écoute, on gravite autour de ça, puis tantôt, la préférence envers un genre, etc. Tu sais, oui, l'horreur, mais on va le découvrir un peu tantôt, mais qu'on parle de tes films, c'est pas juste l'horreur, c'est un peu plus que ça, je pense, ta préférence, c'est dans tout ce qui te dérange, en fait, là, quand on regarde un peu les films que t'as sortis de ta filmographie. Puis je me demandais, ça vient d'où cette préférence envers ce genre-là, envers ce style-là, en fait? Écoute, j'ai pas de réponse concrète pour ça. Je ne peux que lancer des suppositions. Des hypothèses. Ben, en fait... Est-ce que tu sais quand est-ce que ça a commencé? Ben, je crois que ça a toujours été là. Même quand j'étais à la garderie, puis tout ça, puis qu'on regardait tous les films de Disney qu'on nous montrait, tout ça, moi, je tripais... intense sur les antagonistes tout le temps, puis bon, je pense pas que je suis tout seul, les antagonistes sont intéressants là. Sont intéressants, on les aime, mais tu sais vraiment je tripais beaucoup sur surtout sur les méchantes sorcières, tu sais les personnages qu'on aime ne pas aimer. Les glam horror un peu plus, là, les Maleficent, les Cruella de ce monde. Ouais, fallait quand même qu'il y ait une touche de sassiness dans... Ouais. Mais après ça, naturellement, l'intérêt pour ce qui fait peur, pour tout ce qui est magie noire, tout ça, ça l'a embarqué, puis je crois que ça a commencé par l'interdit qu'on m'a imposé au départ par rapport à ça. J'étais curieux de savoir c'était quoi cet interdit-là. Non, t'as pas le droit de regarder ce film-là, c'est trop violent, c'est trop épeurant, regarde pas ça. Moi, je voulais voir ça. C'était pas encouragé chez toi de regarder ce type de film-là. Là. Ben pas tant, c'est que j'ai développé un intérêt pour ça comme vraiment jeune, mais ce que j'avais le droit de regarder était quand même limité. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que quand on t'interdit quelque chose dans la vie, quand on t'interdit de regarder quelque chose, au lieu de le banaliser, ben tu vas avoir tendance à aller vers ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à consommer des trucs de plus en plus extrêmes au niveau cinéma. Tu sais, je voulais tout le temps avoir plus. Puis, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, I guess. Ben, écoute, c'est Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Je ne sais pas. Ben non, t'es une magnifique personne, voyons. Yeah, ben oui. Ah, t'es fin. Puis, ben c'est ça, j'imagine qu'en fait, tout ça, cette découverte que t'as faite relativement jeune, c'est un peu ça qui t'a guidé vers le cinéma, au niveau des études. Oui, ben en fait, quand j'étais kid, écoute, moi mon père est technicien en audiovisuel, donc déjà quand j'étais très jeune, je voulais en faire des petits films, je sais pas là-dessus. Mon père m'avait donné une vieille caméra à cassette avec laquelle je m'amusais comme à longueur de journée, je me déguisais en sorcière, puis je faisais des petits films boboches, puis mon père il m'aidait à faire le montage. Mon père m'emmenait où est-ce qu'il travaillait, faire du green screen, tout ça, c'était malade. Fait que
Ouais, mon père en grande partie m'a aidé, je pense, à développer cette passion-là. Puis après ça, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté d'en faire des petits films. En cadeau, maintenant on a upgradé ma caméra. Sébastien était là. J'étais là, oui. T'étais là. Oui. Il a tout vu. Mais oui, mais mon grand-père m'avait offert une caméra, un des premiers modèles, je pense, de caméra SD. Quand c'était sorti, fait que j'ai commencé à faire plein de petits films avec ça, vraiment freestyle, là. Je veux dire, c'était pas bon, mais Chris, que j'avais du fun. Ouais, je me souviens d'avoir vu un ou deux. Ouais, t'as vu ça? Qu'est-ce que t'as vu? J'en ai vu un qui se passait comme dans une espèce de sous-sol. Je me souviens que Gaël jouait dedans avec... Oh my god, oui. Ben, ça, c'était à la fin de mon secondaire. C'était une soirée mémorable et je crois qu'il est encore sur YouTube. Je l'ai par pure nostalgie, je ne l'ai pas enlevé. Parce qu'on avait tellement eu tellement de fun à tourner ça. On avait passé une nuit blanche à tourner ça complètement. On était morts en dedans, mais on était donc fiers. C'était qu'un avant-goût du cégep. Exactement, le cégep est arrivé tout de suite après. Yeah. Mais justement, tu parles de ça qui est encore sur ta chaîne YouTube. Je sais que tu fais beaucoup de trucs en ce moment, en fait, sur ta chaîne YouTube en ce moment, entre autres. Je sais que t'as des petits projets de musique électro récemment. T'as aussi Monique, ça c'est nouveau. Oui, Monique, de Dominatrix Life Coach, qui est un personnage né du confinement, d'ailleurs. Puis, est-ce que t'as des films de disponibles sur YouTube? C'est mostly sur Vimeo. Non, les derniers courts-métrages que j'ai faits de façon... je les considère comme des courts-métrages officiels, étant donné que je les ai faits depuis que j'ai commencé mes études en cinéma à l'université. Ouais. C'est pas des... Ceux que j'ai mis sur ma chaîne, c'est pas des projets qui ont été... qui ont été faits dans un contexte académique, c'est vraiment des projets indépendants que j'ai fait avec des gens que j'ai rencontrés à l'université, que je suis super reconnaissant à l'université pour ça, qui m'a fait niveau réseautage, c'est super. Puis voilà, il y a Douce et il y a Bite, qui sont mes deux courts-métrages que j'ai fait depuis l'université, qui sont disponibles sur YouTube, donc voilà, je me vends. Allez voir ça, aimez ça ou aimez pas ça, mais regardez-les. Ben, Douce, c'est vraiment intéressant. Bite, je l'ai pas encore vu, mais Douce, je l'ai écouté une ou deux fois, puis oui, il est très, très intéressant. Hey, merci. Solide performance de Gaël. Oui, en effet. Sans dire un mot. Dans une petite question avant de passer au segment d'entre-deux, disons, est-ce qu'il y a eu... Tu sais, maintenant, t'es encore un peu dans le domaine, comme tu disais, tu sais, t'es technicien, aide technicien pour l'HEC. Assistant à la formation. Assistant à la formation. Excusez, pardon. C'est ça. Starte-moi pas, toi, là. T'es plus dans les études. Justement, récemment, t'as fait un peu plus de musique. Je sais pas si t'as encore des projets de film, mais est-ce que t'as eu un pic dans ton amour pour le cinéma? Est-ce que tu sens que cet amour-là est encore vraiment vivant, ou est-ce que tu sens que ça se délaisse tranquillement? Non, c'est encore vivant, c'est juste que c'est très dur dernièrement. Depuis tu sais, j'ai gradué de l'université en plein début de la pandémie, fait que j'ai pas vraiment pu... tu sais, j'étais censé faire un tournage en juin passé, que j'ai pas pu faire, justement, un beau petit film joyeux qui s'appelle Three Guys, One Red Bed. Ça va aborder le snuff movie, donc voilà. Ouais. Mais là, j'ai relancé l'équipe, tout ça, puis on devrait être prêt à tourner en juin 2021. Donc c'est cool. Quand même bientôt. Puis là, justement, il y a une campagne de financement qui va débarquer bientôt. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vous encourage à nous encourager, s'il vous plaît. On va laisser des liens autant sur YouTube que sur Facebook, nos autres plateformes, vers tes projets. T'inquiète pas. Vous êtes sweet. Ben, écoute, faut encourager les gens qu'on aime autour de nous. Ben oui. Et avec ça, on va passer aux questions Rapid Fire, dont tu vas être notre premier cobaye réel. Rapid Fire, wow. Subtile référence à Arcade Fire. Ou même pas, c'est un addon? C'est un addon. Et donc, on va t'envoyer quelques questions rapidement, puis tu nous réponds très vite fait. Là, ah mon dieu, je vais essayer. C'est pour faire la transition, en fait, avant de passer au film. Comme la guerre des clans.
Exactement. Le film qui t'a fait pleurer dont t'es le moins fier. Le film qui me fait pleurer dont je suis le moins fier. Shallow Hal. Oh my god, oui, ok. Al le superficiel dans le bon québécois. Ouais, c'est ça. Oh my god. Ça oui. m'avait fait pleurer, mais ça fait longtemps aussi. Peut-être qu'aujourd'hui je le regarderais puis que je serais vraiment indifférent. Je sais pas. Le film le plus weird que t'as vu. Ouf, le plus weird. Je crois que ce serait Greener Grass. Ça parle de quoi? Ça me dit rien pas en tout. Ah mon dieu, c'est génial. Ok, ben c'est sorti l'année passée. C'est un film de Jocelyn Doubleher et il y a une autre réalisatrice. Ils étaient deux là-dessus. Ce sont les deux mêmes qui ont réalisé, écrit et joué dans ce film-là. C'est juste génial. C'est une comédie. C'est une comédie hyper absurde. Tu sais, on dirait un David Lynch, mais comédie. Mais comédie burlesque, puis ça parle ben burlesque, je sais même pas si c'est le bon mot, mais c'est que tout ce film là, c'est que du non-sens, mais qui prend tout son sens. Ça parle de soccer mom. Oh my god. C'est des soccer moms qui passent leur vie à essayer de s'impressionner. C'est comme du gros fake combat là. Ok. Puis voilà, c'est Alright. super intéressant, une esthétique vraiment électrisante, rarement vécu une expérience cinématographique comme celle-là. Je le recommande à tout le monde. Écoutez ça, c'est des nouvelles réalisatrices et elles gagnent à être connues. C'est noté. Ta pire recommandation cinématographique. Mettons quelqu'un que t'haïs, là. Blood Feast. J'ai écouté. Puis, je suis pas fier de dire ça. J'aurais beaucoup aimé apprécier ce film-là parce que c'est considéré par plusieurs comme étant le premier film gore. Blood Feast. Mais écoutez, le film dure seulement 60 minutes. Mais c'est long. Ah, c'est long. C'est pénible. C'est mal joué. C'est mal filmé. C'est poche. Ah, c'est poche. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Écoute, s'il faut que ça sorte, le personnage auquel t'aurais le plus envie de mettre une claque. Je sais pas, il y en a comme trop. Ah oui, ok. Le personnage de Michael Caine dans Quills de Philip Kaufman. Oh my god, ok, oui. Ouais, je me rappelle Ouais, plus comment il s'appelle, mais son personnage était horrible. Puis je C'est veux un le film frapper. d'époque. Une romance d'époque. Oui, avec Joaquin Phoenix et Kate Winslet. Ah, il était chaud dans ce film-là. Ton film Disney préféré? Mon Disney? Ouais. Ça peut être Pixar aussi. Ok, Les 101 Dalmatiens, le live action avec Glenn Close. Ah. Ça m'étonne pas du tout venant de toi, honnêtement. Les 102 Dalmatiens aussi, il était excellent. Le pire film pour une première date? Ça, c'est relatif, hein, parce que c'est arrivé une couple de fois que pendant des dates, je les ai amenés voir des films d'horreur, tu sais. Mais... je dirais... Tu sais, je spot ma collection du coin de l'œil, là. Bah, probablement n'importe quelle comédie d'Adam Sandler. qui a été faite après 2010. C'est là que ça a commencé à être cringe, selon moi. Fait que, mettons, Grown Up, ça serait un bon... Ah, non, pas Grown Up, parce que lui, je l'aime beaucoup, puis il me fait encore beaucoup rire. Jack Grown and Ups Jill. 2, par contre. Jack and Jill, sinon. Oh, ouais, non, peut-être pas. Maybe not. Ton feel-good movie par excellence. Christy, il va falloir que j'aille sur Letterboxd. J'en ai fait une liste de feel-good movies, puis là, juste parce que tu me les sors, je me rappelle d'aucun. Si je veux sortir quelque chose que là... Ah oui, ok, La femme de mon frère. Ah! La femme de mon frère, de Monia Chokri, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois.
Ah, cool! Puis il me rend de bonne humeur à chaque fois. Je l'adore. Ah, je l'ai pas encore vu, mais il m'intéressera beaucoup, ça a l'air super bon. N'attends plus. Si tu pouvais remplacer un personnage d'un film par un autre, ça serait lequel? Oh, hey, c'est une bonne question, ça. Ça pourrait être pour rendre un film meilleur ou ça pourrait être juste pour le rendre plus con, là. Ça serait à ta guise. Ben... Je dis pas que ce serait meilleur, mais je serais curieux de voir un Hellraiser dans lequel Pinhead serait remplacé par Freddy. Freddy avec les Cenobites, là, ça... Je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Ouais, ça pourrait donner de quoi de quand même pas pire, en effet. True. Ta pire expérience au cinéma? Ma pire expérience au cinéma. Je sais pas si c'est... Ok, ben écoute, j'en ai une qui me vient en tête. Je sais pas si c'était la pire expérience. Je pensais pas que ce soit la pire, mais c'était juste awkward. Quand j'étais bien jeune, j'étais allé voir Jennifer's Body au cinéma avec ma mère. Oh, avec ta... Oh, non. Avec ma mère. Qui me cachait les yeux at some point. Oh non. C'est pas le genre de film à aller voir avec ses parents au cinéma. Non, en surtout effet. pas quand t'as 11 ans. À mon humble avis, c'est pas le genre de film que tu vas voir, point, mais... Ben là, je t'arrête tout de suite. Moi, c'est un de mes classiques. Oh, ok. Ah, faut quand même dire, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais justement avoir comme peut-être 12-13 ans, donc ça date quand même. Ben, c'est quand tu le regardes aujourd'hui, je trouve que quand tu le regardes aujourd'hui, genre en 2021, tu te rends compte à quel point c'est vraiment underrated. Ok. Puis je pense Écoute, que ça je vais te donner une a deuxième été chance. mal compris au moment où c'est sorti. Alright. Puis si on devait faire un film sur ta vie, ce serait quoi le titre? Ça commencerait comment et ça finirait comment? Le parcours d'un loup solitaire. Oh, c'est poétique. Ça commencerait, je crois, avec mon arrivée à Montréal. Puis ça terminerait avec une fin ouverte. Parce que j'aime pas me projeter trop loin. Ah, j'aime ça. C'est simple. Oui, yep. C'est qu'on dit qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais là, c'est comme... C'est pas assez pire, là. bittersweet, hein, je m'en rends compte. Alright, ben parfait. Écoute, on va tout de suite rentrer dans les films en fait que tu nous as proposés au nombre de 5. Ben écoute, moi, la première question que j'aurais te poser, c'est lequel de la gang que tu as découvert en premier? Oh mon dieu, hey, c'est Poultrygeist. Ça m'étonnerait. C'est C'est tellement le genre de merde qu'on aurait écouté à l'époque de l'époque. Oh my god. Poultrygeist, attendez un peu. Fuck, je voulais vous montrer le case du DVD, mais il est trop loin de moi. Ouais. Anyway. Pour les gens que ça intéresse, je vais le dire rapidement. Pour les gens que ça intéresse, Poultrygeist est disponible gratuitement sur le site archive.org qui s'occupe de prendre les archives justement de films qui sont un peu perdus à gauche et à droite. Ah, c'est donc bien nice ça. Ouais, c'est quand même très cool. Parce qu'effectivement, il est out of print et je suis fier de l'avoir dans ma collection. Bref, je m'en allais où avec mes skis? Je m'en allais Tu pas à veux grand montrer place le parce que cover? l'hiver est pas mal fini, mais... Ok, ah oui, c'est ça, c'est Poultrygeist. C'est Poultrygeist parce que, bon, les films de Trauma Entertainment, je les ai découverts très jeunes, trop jeunes. Il y avait quelqu'un à mon école qui m'avait parlé d'un film qui l'avait traumatisé, qui s'appelait Les Mémés cannibales. Donc moi, évidemment, j'ai fait mes recherches sur ce film-là et c'est un film qui avait été distribué par Trauma Entertainment. Donc j'ai fait mes recherches aussi sur cette compagnie-là et j'ai découvert tous les films très underground qu'ils réalisent et distribuent. C'est du cinéma très indépendant et de très mauvais goût. Et qui a quand même un solide fanbase dont je fais partie. Je n'ai pas honte de le dire. Ben, c'est quoi qui t'a accroché vraiment plus que les autres films, justement, de Trauma Entertainment dans Poultrygeist? C'est les poulets, c'est les lesbiennes activistes? Ben, c'est sûr que à l'âge où je l'ai vu pour la première fois, il y avait quelque chose dans le shock value, tu sais, qui m'attirait. Mais je veux dire,
ça me faisait tellement rire. Ça me faisait tellement rire parce que c'était pas fait n'importe comment. C'était bien fait. Oui, l'humour est crade, c'est de mauvais goût, c'est politically incorrect à tous les niveaux, mais calisse, ça réussit à être entertaining. Puis Je trouvais ça me rappelait aussi, tu sais, c'est un film qui avait beaucoup de références à... Dans les effets gore, il y avait beaucoup de références à des trucs comme Brain Dead ou Evil Dead. Tu sais, c'était même niveau. Mais ce que j'ai trouvé excusez, vas-y. Vas-y. Ok. Ce que je trouve... Honnêtement, ce qui m'a... Pas qui m'a choqué, mais ce qui m'a impressionné, c'est à quel point tous les personnages, ils s'assument à 110%, genre. Ouais. C'est pas comme un film de peur où c'est comme on va explicitement expliquer genre le gag qu'on fait ou quoi que ce soit. Non, genre comme ils le font, puis ça passe super bien, c'est vraiment nice. Ben c'est parce qu'ils vont jusqu'au bout aussi de leur humour, puis ça c'est une des choses. Quand je le regarde aujourd'hui, tu sais, je le vois avec je le vois plus avec le même regard que j'avais quand j'avais 12 ans puis que je regardais ça. Aujourd'hui je le vois comme je veux dire, je vois la critique sociale qui est au travers cette grosse couche d'humour scatologique et misogyne. Tu sais, on parle vraiment contre la mauvaise société de consommation purement américaine. Puis les gens qui ont travaillé sur ce film-là, je pense qu'il y avait personne de payé. Personne n'était payé, c'est hyper indépendant. Le réalisateur, Lloyd Kaufman, il s'est ruiné en faisant ce film-là. Il a investi avec ses fonds personnels. Il y avait plus de cash après ça. Tous les gens qui sont venus travailler, c'était tous des bénévoles. D'ailleurs, il y a les RKSS, trio de réalisateurs québécois qui nous ont offert Turbo Kid et Bagman, Profession meurtrier, tout ça, qui étaient allés travailler sur le tournage de ce film-là. D'ailleurs, ils font une apparition dans certaines scènes de massacre. Ah, c'est bien cool. C'est vraiment cool. Puis voilà, les conditions de travail pour les gens sur ce tournage-là, c'était vraiment de la grosse crap. Mais malgré tout, ils ont fait un produit final que je trouve super impressionnant. Il y avait de la volonté, il y avait de la passion derrière ça. Puis tu sais, il y a une habileté technique. L'image est pas dégueulasse, le montage est bon, les gags fonctionnent, les performances sont bonnes. Puis les effets spéciaux, même si on n'y croit pas, ça reste des practical effects qui sont super cool. Puis voilà, pour ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'admire profondément ce film-là. Oui, en effet, puis moi je veux juste revenir très rapidement sur l'humour. Je trouvais que c'était de l'humour qui était excessivement méta, en fait. Parce que, justement, tu sais, on regarde ça aujourd'hui, puis justement, c'est absolument ridicule, justement, le fait que il est comme... le personnage principal dit à son ex « Oh mon Dieu, l'université t'a transformé en lesbienne activiste de gauche. » C'est complètement ridicule. Ou encore c'est trop offensif pour que ce soit sérieux. Ça. Exactement. Ou la cook dans la cuisine qui est une femme arabe qui s'appelle Hummus, qui porte le voile et qui, quand elle l'enlève, démontre son physique de femme orientale extrêmement sexy. C'est tellement absurde c'est ridicule. Que tu comprends que tu comprends justement à ce niveau-là que c'est pas de l'humour qui se veut volontairement justement misogyne ou raciste, etc. C'est comme méta, c'est genre de rire de ce genre d'humour-là, puis je trouvais ça absolument incroyable. C'est ça, c'est que ça va tellement loin, puis ça va tellement au bout de sa vulgarité, puis de son absurdité, qu'au final, c'est plus offensant, parce que tu regardes ça, puis tu te dis, ben voyons donc. Exactement. Ben voyons donc. Ils ont poussé la caricature jusque-là. Là. Les personnages principaux qui sont, tu sais, mettons, le personnage principal est blanc, t'as le colonel aussi qui l'est, etc. Ces personnages-là, ils sont tellement stupides. Oui. Le personnage principal, c'est un imbécile, puis l'autre, le colonel ou le général, je me souviens plus trop quoi. Qui est clairement une parodie du colonel Sanders. Oui, c'est ça. Il est tellement dans l'extrême, ce qui fait ça n'a aucun sens, puis c'est tellement un gros porc capitaliste que justement, c'est lui le pire personnage du film. Ouais. Puis, justement, je trouvais personnellement que Poultrygeist c'était une réussite. D'ailleurs, autre fait, Poultrygeist, autre titre que c'est Night of the Chicken Dead. Oui! Excellent. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien foutu.
Ouais, une chose aussi que j'avais trouvé vraiment nice avec Poltergeist, c'est que l'humour, oui, comme tu disais, est méta, c'est les jokes faciles, c'est que humus, ok, lol, humus. Mais en même temps, euh, c'était plus engaging parce qu'il n'y avait pas tant de jokes de culture pop. Ben là, je vais encore le comparer au film de peur, mais moi, c'est un peu ça les vibes que ça me donnait comme film. Yeah. Mais contrairement à c'est film de moins peur, spoof, c'était moins parodique que les Ouais, c'est scary ça. movies. Fait qu'on dirait que c'est plus engaging. Tu sais que c'est quelque chose de nouveau qui est pas truffé de plein de références de ci pis de ça. Fait que, honnêtement, je sais pas, moi j'ai vraiment aimé. Ben, je suis content que vous ayez aimé ça. Oh oui, écoute, moi Yes. personnellement j'ai adoré. Puis Mhm. écoute, si on reste un peu dans les trucs gore, etc., on irait-tu pour Human Centipede 2? Ben oui, Pourquoi le allons-y. 2? Ben, pour toute la haine que ce film-là a reçue, puis je tiens à le dire, les films dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas nécessairement mes films préférés, c'est juste des films sur lesquels j'avais des trucs à dire, puis étant donné que la plupart de mes proches m'associent beaucoup au cinéma qui dérange, au cinéma de l'extrême, ben c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus dans ça. Parce que voilà, c'est pas nécessairement mes films coup de cœur, mais c'est des films que j'aime défendre. Donc, par rapport à Human Centipede 2, ben pourquoi le 2? Ok, premièrement, le 1, premièrement, tout le buzz que le 1 a créé, c'est quelque chose que je trouve fascinant au départ. Ouais. Parce que la prémisse, je veux dire, c'est terrible, là. Un chirurgien qui décide de faire un ass to mouth avec 3 personnes de façon Ben, permanente. C'est une prémisse de snuff movie, sauf que le snuff movie d'habitude, ça se cantonne quand même à un public assez fermé, tandis que Human Centipede, ça a vraiment plus percé, puis c'est ça un peu qui était. Ben, ça qui l'a était weird. percé parce que c'était gruesome, parce que c'était dégueulasse. C'est le concept, tu sais, vraiment qui a choqué. Puis, pourtant, on est quand même, tu sais, là je pèse mes mots, là, mais on est quand même gentil dans le premier Human Centipede. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Ok. Aucun des Bon. deux films, heureusement pour ma santé mentale. Ouais, ben c'est déjà trop tard pour la mienne. Bien avant ça. Oh moi. non. Mais ouais, dans le premier, c'était... Oui, le concept était dégueulasse. Cependant, je trouve pas qu'on tombait dans le gore. On voyait pas vraiment de plaie ouverte. C'était très psychologique. Puis l'ambiance, c'est surtout l'ambiance qui était malsaine. Puis moi, c'est ce que j'avais aimé de ce film-là. Oui, les gens connaissent ça parce que c'est un film dégueulasse. Puis c'est dégueu, là, c'est du shock value. Pis tout ça. Puis oui, je suis d'accord, c'est du shock value, mais ce film-là a quand même réussi à exposer une ambiance profondément malsaine, profondément dérangeante, qui m'a affecté. Puis ça me permet de dire que j'ai apprécié ce film-là, parce que ça m'a fait vivre des émotions, puis j'ai vécu encore plus d'émotions dans le deuxième. Puis dans le deuxième, qui a reçu énormément de haine aussi, des gens qui disent c'est dégueulasse, c'est inhumain de faire un film comme ça, parce que le deuxième film nous offre tout ce que le premier ne nous a pas offert. Fait que tout le gore qu'on n'a pas eu dans le premier, on l'a dans le 2 en 10 fois pire que ce qu'on aurait pu s'imaginer. Ok. Parce que la prémisse du 2, premièrement, c'est une mise en abîme. Ça parle d'un gars qui est vraiment pas bien dans sa tête, qui trippe sur le premier film du Human Centipede. Ah, c'est méta. Ah. Ouais, il le regarde, ouais, voilà. Il le regarde en boucle tout le temps, dans le garage, dans le parking souterrain dans lequel il travaille. Et il décide d'en faire un lui-même, avec 12 personnes. Sauf que ça doit pas être un chirurgien, justement. Non, c'est pas un chirurgien, c'est un dude qui s'appelle Martin, qui a des gros troubles de santé mentale parce que il a connu il a connu les abus d'un père pédophile et d'une mère extrêmement méchante qui finit par buter en plein milieu du film. Fait que voilà, la première partie du film est surtout centrée sur Martin, son entourage, sa mère. On voit à quel point tout le monde est pas gentil avec lui, puis à quel point il est dérangé. Et la seconde partie du film, c'est la mise en place de son centipede.
Et c'est d'une dégueulasserie, c'est d'une abomination, c'est dégueulasse tout ce qui nous est montré hyper explicitement. Amène-en des close-up d'un genou qui se fait ouvrir au scalpel avec les doigts qui vont jouer d'un tendon, des dents qui sont pétées à coups de marteau, c'est pas un chirurgien, lui, fait que il opère avec ce qu'il a. Fait que bon, j'ai pas ça, moi, du fil à coude, pas grave, m'a prendre une taqueuse. Ah ouais, il est tac tout. C'est-tu cet aspect-là un peu DIY qui fait que tu t'es plus intéressé au deuxième qu'au premier? Exactement. Puis le côté DIY, il est présent dans l'esthétique aussi. Parce que, au niveau de l'image, ça fait. Il y a un certain amateurisme dans la qualité de l'image. Comment je pourrais dire ça? Il y a un certain amateurisme dans la qualité de l'image, mais la photographie, elle est superbe. Okay. Elle est superbe, fait que ça vient esthétiser tout ce côté dérangé-là. Écoutez, j'ai de la misère à le décrire parce qu'en fait, c'est très viscéral ma relation avec ce film-là. Okay. Ce film-là joue avec ma tête. Puis ça me fascine à quel point un film est capable de me faire ça. Et parce que oui, ce n'est que du shock value, je veux pas défendre, je veux pas dire non, c'est super intellectuel comme film, ça a des choses à dire, non, ça a pas grand chose à dire. Ça l'avait comme simple but, clairement, de choquer. Mais ça l'a pas fait n'importe comment. C'est allé chercher vraiment une univers ultra dérangeante. Il y a des gens qui ont été down de participer à ça. C'est une autre affaire qui me fascine. Puis, fun fact, le film a été tourné en couleur. Le film a été tourné en couleur au départ. Je le savais pas. J'ai appris ça très récemment. Puis, le réalisateur s'est fait dire de le mettre en noir et blanc parce que c'était trop extrême pour être vu en couleur. Puis pourtant, j'ai l'impression que le noir et blanc vient amplifier le sentiment de malaise qu'il y a au visionnement. En tout cas, je trouve que le noir et blanc était le bon choix pour ce film-là. Parce que, voilà, le noir et blanc est magnifique, premièrement. C'est pas mal ça, je m'égare, là, je pars dans toutes les directions, mais c'est ça qui me fait ce film-là, et c'est pour ça qu'il mérite mon intérêt, c'est pour ça qu'il fait partie de ma collection, et que je le défends malgré tout. Oui, c'est dégueulasse, oui, c'est du shock value, mais hostie, c'est bien fait. C'est hyper bien fait, et puis l'ambiance est assez prenante. Ben écoute, ça donne envie, honnêtement. Je pensais pas l'écouter, mais t'entendre en parler, ça me motive, on dirait. Je vais vous le passer. Je suis weird ou je veux l'écouter à cette heure, tu sais? Ben là, on va être 2 ou on va être 3. Tant qu'à rester dans le shock value, parle-nous donc un peu de Life and Death of a Porno Gang. Lui, sa place est où dans ton univers? Ben c'est ça l'affaire, c'est que je trouve que Life and Death of a Porno Gang, malgré ses propos, malgré ses propos, malgré ses images assez dures, je le considère pas comme étant du shock value. Parce que, bon, je peux pas m'empêcher de commencer avec un comparatif avec A Serbian Film. A Serbian Film que de ces deux films-là, c'est A Serbian Film que tout le monde connaît. C'est un film que moi je n'aime pas. C'est sûr que je l'ai vu il y a très longtemps. Peut-être que mon opinion sur ce film-là aurait changé aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle encore d'une scène avec un bébé qui se fait rape à l'écran en tout cas, je trouvais pas ça justifié. Puis là, j'ai l'air de me contredire, là, parce que, bon, je défendais Human Centipede 2. Mais bon, il y avait pas de bébé qui se faisait rape dans Human Centipede 2, je tiens à le dire. Mais bon, ces deux films-là ont en commun le sujet du snuff movie. Les deux films se passent en Serbie. Les deux films entrent dans l'horreur extrême, je pourrais dire. Mais Life and Death of a Porno Gang va beaucoup plus loin dans le côté humain.
Ok. Les personnages qu'on nous présente sont tous profondément humains. On y croit. On y croit. Puis c'est tous des personnages qui sont dans un profond mal-être, que de près ou de loin, on peut relate avec eux autres. Le message est très nihiliste. Même dans les... Parce que oui, il va y avoir un peu d'humour de temps en temps, mais c'est de l'humour tellement malaisant, tellement cringe, tellement noir. Puis un peu comme je disais tantôt, je trouve pas que ça va dans le shock value. Oui, il y a des images qui sont extrêmement dérangeantes, mais en aucun cas, ce n'est pas justifié. Je trouve que tout vient nourrir le propos. On n'est pas dans la prétention, je trouve, contrairement à Serbian Film où tout était très léché, c'est une violence qui était très très esthétisée. Tandis que dans Life and Death of a Porno Gang, on est dans une réalité qui est triste, une réalité qui est sale. On va dans une esthétique qui est triste et qui est sale. On est beaucoup en shaky cam, on est à la limite du found footage. Mais ça l'agresse pas l'œil, ça fonctionne. Même qu'il s'en dégage une certaine beauté. Puis, mais c'est pas mal ça que j'aurais à dire pour l'instant. Ben, tu parlais film-là. du caractère vraiment humain des personnages dans ce film-là. C'est ça qui fait vraiment que ça t'a accroché plus que Serbian Film, par exemple? Oui, effectivement, je crois que oui. Premièrement, parce qu'il y a plusieurs personnages qui sont tous dans une même situation, tandis que dans Serbian Film, on suivait un personnage. Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, là, mais c'est un ancien acteur. C'est l'histoire d'un ancien acteur porno qui, pour payer ses dettes, accepte de participer à un ultime tournage qu'on lui propose. Puis il se rend compte pendant le tournage que c'est un film c'est un snuff, dans lequel il va y avoir des agressions, des meurtres, tout ça. Puis le personnage, dès le départ, il est pas attachant. Le personnage, je le trouve assez vide. Puis il perd de son humanité entre guillemets pendant le tournage aussi, parce qu'il drogue. Fait qu'il est même plus conscient de ce qu'il fait. Puis voilà, dans Life and Death of a Porno Gang, on va pas dans ce degré-là. On suit vraiment, c'est beaucoup plus réaliste. Je pourrais même pas dire que c'est un film d'horreur, même si ça rentre dans la catégorie horreur extrême. On est beaucoup plus dans le drame. Dans le drame, avec des scènes très dures, très violentes, mais c'est du drame. Un peu comme moi j'avais fait une transition, tu te trouvais avec Red Road. J'ai trouvé justement c'était pas dans l'horreur, c'était du drame, mais il y avait quelque chose. En fait, c'est ça, c'est que quand j'ai écouté Red Road, parce que je te connais quand même bien, je connais tes goûts en matière de films, puis justement ça a tout été film de genre. Sauf que je me suis rendu compte, je pense que j'ai le mot en fait, ce que t'aimes, c'est transgression. On dirait que quand t'as fait le mot, c'est toujours ça, c'est la transgression de certaines règles, certaines valeurs humaines, on dirait qu'il revient souvent dans ce que t'aimes. Puis dans Red Road, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti avec cette histoire assez étrange. Mais t'as raison, parce que j'ai constaté ça. Autant j'étais dans l'horreur très fantastique quand j'ai commencé à triper là-dessus, mais plus j'évolue dans ce milieu-là, plus je vais vers de l'horreur, oui, mais de l'horreur humaine. Donc l'horreur humaine n'est pas seulement dans le cinéma d'horreur, elle est partout. Donc le côté dérangé de l'humain, le côté sombre de l'humain me fascine beaucoup, et je trouve qu'il y a tellement de façons de le rendre au cinéma. Il y a tellement de façons intéressantes de le rendre que voilà, c'est vers ça que je vais. Ouais. Ben ça, justement, je trouve que c'est présent dans Red Road. C'est cru en crise comme film. Oui, mais c'est si bon. Est-ce qu'on en parle de Red Road? On est-tu rendu oui, là? on y va. Écoute, on peut y aller. Puis c'est ça, j'allais dire, on voit pas grand-chose dans ce film-là de gore, etc. Mais non, on le voit pas, mais on le vit. Exactement. On le vit, puis écoute, Red Road, c'est un film que j'adore parce que je le trouve hypnotisant. Vraiment hypnotisant. Puis à chaque fois que je le vois, il y a un contraste qui se fait dans mes émotions, parce que c'est un film qui m'attendrit.
c'est un film qui m'attendrit beaucoup dans ses propos qui sont hyper durs. Ouais. Peut-être à cause de ces personnages qui sont très réalistes, qui sont très humains, tant dans leurs qualités que dans leurs défauts. Il n'y a pas de jugement dans ce film-là. On est dans une zone grise constante. On ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mal. Non, c'est juste là. Puis on est témoin de ça. Les silences, la photographie, la lumière, surtout quand tout devient rougeâtre, ça m'hypnotise, ça me fascine. Puis je trouve que la plus belle scène d'ailleurs, c'est la scène d'échange entre Jackie puis l'homme qu'elle suit, quand les deux sont dans la chambre puis qui discutent un peu de tout et de rien, puis qui commencent à lui masser les pieds. Je trouve que c'est une scène qui est à la fois hyper malaisante, mais qui est aussi tellement tendre. Ouais. On le sait, on sait pas encore ce qui se passe, mais on sait que le personnage a quelque chose de terrible à reprocher à l'homme qu'elle suit, mais on sent quand même qu'il y a une grosse tension sexuelle entre les deux. Ouais. Je trouve que c'est tellement une belle scène. Puis ça l'aide aussi que Kate Dickie, qui interprète Jackie dans ce film-là, c'est mon actrice préférée. Tout simplement, Elle est excellente. Elle est excellente, puis elle a un physique qui est super atypique, qui lui permet des rôles toujours très intéressants. Tu sais, dernièrement, elle était dans The Witch. Elle était dans Game of Thrones. C'est elle qui faisait Lisa Harrin. Ouais, puis très bonne actrice Scottish. Donc voilà, un étrange film qui mérite l'intérêt de tous, je trouve. Oui, en effet, puis c'est ça, je l'ai écouté, puis je me demandais tout le long justement où c'est que ça s'en va. Puis c'est ça, je me demandais aussi, en l'écoutant, pourquoi tu sais, c'était un truc qui t'avait marqué, tu sais, au début. J'écoutais, puis j'étais comme, ok, oui, ça s'en va quelque part, mais où c'est que ça s'en va? Puis justement, toute la tension sexuelle qu'il y a entre cette femme, en fait, puis en fait, l'homme qu'elle suit, pour préciser, en fait, c'est que c'est l'homme qui a accidentellement tué son mari et sa fille dans un accident de voiture parce que le gars en question avait consommé de la drogue, je pense. Il était complètement gelé. Mm-hmm. Et donc, il est rentré de plein fouet dans son mari et sa fille maintenant décédée. Puis la raison pourquoi son mari et sa fille étaient à l'extérieur, en fait, c'est parce qu'elle leur avait dit de partir parce qu'elle était à bout, elle était trop stressée, etc. Donc, elle a la mort sur la conscience, puis c'est ça, ça fait qu'elle va suivre cet homme. Puis au début, c'est ça, t'as l'impression que c'est pour le tuer ou c'est pour quelque chose de genre. Sauf mais que on le sait plus pas. ça avance. On le sait juste c'est pas. ça. Fait qu'on sait pas Sauf trop que- ce qui se passe au final, mais on est intéressé quand même. Le film Oui. réussit à garder notre intérêt, même si on sait pas ce que ça raconte, tu sais, tout le long. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, je ben m'en porte. j'allais dire que justement, tu sais, il y a un moment où elle prend un morceau de vitre à terre, justement, en le suivant, fait que tu te dis, ah, ok, elle veut trancher la gorge, etc. Puis justement, à chaque fois, elle trouve des objets où on dirait qu'elle se trouve comme des petites armes puis des moyens. Fait que tu te dis tout le temps, ok, c'est ça son plan, c'est de le tuer, c'est de se venger. Puis finalement, non, ça devient de plus en plus malsain. Puis tu sais, c'est ça, c'est la scène que tu parlais où t'as la grosse tension sexuelle, puis ça résulte justement en ça, en les deux qui Ah baissent. ouais, Puis tout qu'un KI en plus, hein. oh oui, c'est ça, c'est très consentant, là. C'est pas un je me force pour. Non, non, c'est très très consentant. Elle a l'air de prendre son pied à faire ça, mais en même temps, c'est tellement weird et c'est tellement malsain. Tu sais pas où te placer par rapport à ça, puis c'est ça, j'ai trouvé. C'est justement là que le mot transgression m'est venu en tête. J'étais comme, c'est tellement une transgression de tout ce qu'on considère normal dans le deuil que Mhm. comme. Oui, je vois l'intérêt de Lou pour ce film-là. Là. Puis, ouais, c'est ça. Puis donc, écoute, tant qu'à parler de coït, on va y aller pour notre dernier film, Revenge. Oui, Revenge, qui, Ouais. oui, avec Red Road fait partie de mes films préférés à vie, là. Ça c'est clair. Nice. Je l'ai dit que c'était pas tout nécessairement mes films préférés, mais Revenge et Red Road, c'est dans mon top. Oui, donc Revenge de Coralie Farget, c'est son premier long métrage. Oui, et tout qu'un long métrage. Asti, oui, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous prépare pour le futur. Mais pour l'instant, on va se contenter de regarder encore Revenge parce que mon Dieu qu'on s'entende pas. Comme tu as dit tantôt, c'est un rape and revenge aussi. Et qui est un genre très associé à la misogynie et à la gratuité.
Ouais. Tu sais, si on prend des films comme I Spit on Your Grave, premier du nom et tout ça, le fait que ce soit réalisé par une femme, ça change absolument tout. Oui. Un sous-genre du cinéma d'exploitation qui a toujours été qui mettait toujours en scène des femmes des femmes victimisées par des hommes mais qui ont toujours été réalisées par des hommes. Quoi de plus logique quoi de plus logique que ce soit réalisé par une femme, de voir tout ça d'un point de vue féminin. Ça change absolument tout. Coralie Farget a réussi à esthétiser un genre qui était considéré comme absolument dégradant pour la femme, et elle en a fait une œuvre féministe super powerful, super explosive, super électrisante, qui va dans toutes les dans toutes les directions. Ça devient super over the top. On va contre toutes les lois de la gravité, contre les lois de la physique dans ce film-là. On a l'impression qu'on a tout 10 litres de sang rose dans le corps. Mais hostie qu'on y croit, hostie que c'est bon. J'ai jamais vu un film aussi soigné visuellement. Honnêtement, The New French Extremity is on point. Ouais, ben c'est ça. Moi, ça me faisait penser justement le fait que... Ben, pas le fait, mais justement, ça me fait penser à cette espèce de nouvelle ère qui a l'air d'arriver en France avec des films d'horreur très weird, puis souvent justement réalisés par des femmes. Je pense entre autres à Grave. Ah oui, ça c'était quelque chose aussi. Oh oui, puis ça aussi c'était un premier film pour la jeune réalisatrice dont le nom m'échappe en ce moment. Là. Julia Ducournau. Oui, exactement. Amen. Donc c'est ça, là, on s'en va là-dedans. Puis justement, Revanche, je l'ai écouté en octobre, ça date quand même d'un moment. Puis justement, c'est vraiment spécial comme film. Ah ouais, puis on est dans une esthétique hyper néon, tant au niveau... tant au niveau des couleurs que de la trame sonore qui fait très synthwave 80s. D'ailleurs, c'est le même compositeur qui a fait la musique pour le remake de Maniac. Avec... C'est vrai que l'expérience de visionnement avait été... pour ma part, ça a été assez comme mouvementé. Parce que de ce que je m'attendais, c'était bien évidemment assez différent de ce que le film était vraiment. Mais ça m'a fait réaliser une chose, c'est que quand tu connais assez la personne qui te recommande un film, on dirait que ça dirige un peu ton train de pensée. Comme tu sais, moi au début du film, tu sais, là t'as comme la pomme. Moi personnellement, tu sais, je pense que c'est littéralement la première scène du film, la scène de la fellation qui est vraiment cool. Mais selon moi, ça avait des vibes de vampire. Mais ça avait des vibes de soft porn, là. Ouais. Mais je voyais comme plus romantique, I guess. Pas dans le sens en tout cas, je sais pas ce que je dis là. Mais en tout cas, c'est je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu sens l'intimité entre les personnages. Ouais, ça. Fait que tu sais, je me disais, femme fatale, ça va être une slasher pis tout. Puis là, finalement, là, t'as la scène du viol qui arrive. Puis, après ça, je me dis, fait que là, elle a une bonne raison pour tous les tuer. C'est encore meilleur. Fait que, genre, honnêtement, je veux dire, les practical effects étaient super bons. T'avais vraiment la thématique de la chasse, toujours à traquer avec le sang pis tout. Genre, c'était vraiment nice. Après tout, c'était pour de la chasse. Ouais, puis à un certain point, on est tellement dans une esthétique vidéo game, là, quand on la suit comme ça, avec son gros gun, on a l'impression de jouer à Call of Duty. Puis je tiens à dire, la scène de viol, quelle approche appropriée. Ouais. Honnêtement, là, dans tout ce que j'ai pu voir de ce sous-genre cinématographique-là, la réalisatrice nous a montré exactement ce qu'il y avait à être montré, sans que ça tombe dans la gratuité, sans que ça tombe dans le mauvais goût. Mais juste assez pour nous mettre en beau tabarnak, puis vraiment enjoy la revanche. Ça, puis j'ai adoré le fait que justement, tu sais, la femme se violer, puis t'as l'autre homme qui est juste là, puis qui pourrait faire de quoi, autant soit rejoindre
que l'empêcher le viol de se passer, puis il fait juste continuer à manger ses chips et s'en fout. Ça guimauve. Ah, Oui, le- c'est tellement le son. violent dans l'inaction, puis ça représente assez bien en fait les préoccupations actuelles au niveau du viol, Mhm. tout ça, cette espèce d'inaction-là, puis je trouve ça super intéressant. Puis en plus, justement, tu te dis, son chum va revenir, ben son amant va revenir, puis tu sais, il va être en crise, il va s'en rendre compte, tu sais, il va se passer de quoi. Puis finalement, c'est comme, maintenant que t'as été violé, j'ai plus besoin de toi, puis c'est dégueulasse. Silence Vraiment? is violence. Exactement. Puis c'est absolument dégueulasse. Puis comme tu dis, c'est que c'est cool de voir ça du point de vue d'une femme parce que justement, les Rape and Revenge, normalement, c'est beaucoup plus. Tu sais, la femme se fait violer, puis là, soit elle va se venger, soit quelqu'un va se venger pour elle, puis tu sais, ça va être. Mais là, c'est vraiment comme. Elle n'a pas le choix de se venger parce que, en plus de la violer, c'est comme. Non, genre, t'as plus aucune valeur dans notre monde d'homme à nous. C'est. Ah, non, Mhm. c'était. Je trouve ça vraiment cool. Très intéressant comme film. Ben, pour parler, rien de mieux qu'une réalisatrice féminine pour parler d'une réalité féminine, mais qui a tout le temps été abordée par des hommes Oui, en effet. dans le passé. Donc, chapeau Coralie Farget. Yep. Yep. Écoute, ça va être ça, je pense, pour l'épisode. Quoi, déjà, j'en veux plus! Ben écoute, merci beaucoup d'être passé. C'était cool de rentrer dans ton univers Yes. le temps d'un épisode, de voir justement ces 5 beaux films-là, d'en parler, puis justement voir un peu d'où vient ton amour pour ce genre-là, etc. Ça a été vraiment cool. Ben, merci à vous les gars, c'était super le fun de pouvoir en discuter avec vous. Yes, donc Yes. on peut te suivre tes aventures en tant que Monique, la dominatrice coach de vie, sur YouTube. Ben oui, sur ma chaîne YouTube, elle a aussi son propre compte Instagram. Oui, avec tes deux Follow-la ou ben elle va vous courts-métrages. flageller. Tes 2 courts-métrages plus récents aussi qui sont disponibles là, avec un prochain qui s'en vient, qu'on va pouvoir t'aider avec une campagne de sociofinancement, je pense que tu disais. Yes, ça va sortir très bientôt. La campagne, le film, on l'espère. On l'espère, ça devrait se tourner en juin si tout va bien. Ben parfait. Écoute, on t'encourage très fort dans ces projets-là. On met tous les liens dans la description si des gens s'intéressent. Je vous suggère d'aller voir. Lou est très talentueux. C'est une super bonne personne. Sors du fin! Et je ne dis surtout pas ça parce qu'il m'a donné 10$. Non, c'est une joke. Donc, merci de nous avoir écoutés pour cette semaine. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée, dépendant de quand est-ce que vous nous écoutez. Et à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Bye!